Bonsoir, voici le 4e épisode des questions et réponses des éditions Aux Forges de Vulcain. Comme nous avons atteint les 200 abonnés, j'ai proposé à quelqu'un de co-animer cette émission avec moi, donc le chat Gustave, appelé ainsi en honneur de Monsieur Gustave, le héros du film Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Alors, c'est la 16e prise et je commence à avoir des griffures partout. Je suis pas sûr que Gustave reste avec moi et j'ai déjà du mal à dire des choses intelligentes avec sans rien. Donc là, si j'ai le chat dans les bras, ça va être très difficile. Sachez que le challenge pour le 300e abonné, ça sera que je présente en pyjama, ce qui sera moins dangereux pour moi, je pense, enfin sauf pour mon amour-propre. Mais voilà, bon, Gustave, tu dis au revoir. Voilà. Waouh. Bonjour. La question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est comment fais-je la promotion des livres des forges? Au revoir Gustave. Et merci de ta collaboration à cette avancée d'une des plus grandes œuvres de l'esprit. Comment est-ce que je fais la promotion des ouvrages des forges? Souvenez-vous, je vous ai dit que le travail d'un éditeur, ça consistait à choisir des textes, transformer les textes en livres et trouver des lecteurs et des lectrices pour ces livres. Aujourd'hui, je parle donc de la 3e partie, c'est comment trouver des lecteurs et des lectrices pour ces livres. Je précise quand même deux choses, c'est que ce que je décris, c'est l'idéal, et c'est comment je fais les choses aux forges. Donc, et surtout, non, 3e chose, c'est que tout ce que je décris était valable jusqu'à la période pré-Covid, et donc tout ce que je vais vous dire maintenant n'a aucun intérêt ni aucune forme d'utilité. Cela étant dit, je peux donc parler de comment on fait la promotion d'un livre. Quand j'ai lancé les éditions aux Forges de Vulcain, je ne venais pas du tout de l'édition, je n'avais pas été formé à l'édition, et je n'avais aucune connaissance dans les métiers du commerce. Et donc je pensais qu'il suffisait de faire un bon livre, de trouver le moyen de le poser sur une table de libraire, et mécaniquement, les gens allaient le prendre, le lire, l'aimer, en parler autour d'eux, et nous permettre de partir enfin dans le Pacifique. Alors, il s'avère que c'était une forme d'illusion, une illusion que j'aurais pu déjouer avant que l'expérience ne déjoue cette illusion, puisque, à proprement parler, moi-même en tant que lecteur, il est assez rare que j'achète un roman sur table qui ne m'est pas recommandé, soit par la presse, soit surtout par les libraires, qui n'a pas une couverture superbe, qui n'a pas un résumé qui me donne envie, ou qui n'est pas d'un auteur connu. En fait, pour être plus précis, il existe des livres pour lesquels il est possible de les mettre sur table et d'espérer qu'ils vont se vendre par eux-mêmes, quand par exemple ce sont des livres qui sont écrits par une personne qui est extrêmement connue, ou quand ce sont des livres qui portent sur un sujet très précis que vous connaissez déjà. Par exemple, aux éditions Forges de Vulcain, on a ce livre, Fin de partie, qui est la biographie de référence de Bobby Fischer, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, enfin, un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Je sens que je vais passer ma nuit à modérer les commentaires en bas de cette vidéo. Donc là, par exemple, tous les gens qui jouent aux échecs régulièrement ou qui connaissent l'histoire des échecs sont intéressés par ce livre. Bon, malheureusement, pas le reste de l'humanité, mais c'est déjà bien. Voilà. Donc, si on écarte tous les livres qui ont un sujet très précis, qui d'emblée donnent envie de les lire, ou qui sont portés par une personne connue, comme par exemple un médecin qui aurait trouvé le moyen de soigner le Covid-19, eh bien, si on élimine ces cas de figure, il faut promouvoir le livre. La promotion du livre, alors vous voyez que j'ai quand même mentionné des aspects purement éditoriaux, donc qui reposent sur la 2e partie du travail éditorial, à savoir transformer le texte en livre, c'est-à-dire trouver une belle couverture, que le texte soit intéressant, ce type de choses. Et après, une fois qu'on a fait ça, il y a quand même l'exercice de promotion pure. En fait, la promotion, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut identifier auprès de qui on promeut quelque chose. Ça peut être soit de la promotion auprès du lecteur, ou de la promotion auprès des prescripteurs du livre. Les prescripteurs du livre sont principalement dans 2 catégories, c'est la presse et les libraires et bibliothécaires. Je mets les bibliothécaires avec les libraires. Donc ça fait une promotion qui est directe et une promotion qui est indirecte, parce que le principe d'aller voir les prescripteurs, c'est qu'eux-mêmes s'adressent au prescripteur final. On va les prendre, on va commencer la prescription directe.
La première expérience, je pense, pour beaucoup d'éditeurs de la prescription directe, c'est de faire des salons. Je pense que quand on a une maison d'édition assez établie, on ne tient plus vraiment son stand sur un salon, mais quand, comme les Forges, on est une maison d'édition indépendante, on continue à tenir son stand et à être au contact avec les vrais lecteurs dans les salons. C'est peut-être le seul moment où un éditeur ou une éditrice a une expérience qui peut vaguement se rapprocher de celle d'un libraire, puisqu'en fait on passe sa journée à attendre que des gens nous posent des questions sur des livres, ce qui en fait n'est pas vraiment le métier d'un libraire, puisqu'un libraire a plein d'autres contraintes, voilà. Mais je laisserai des libraires faire leurs propres vidéos pour nous expliquer quelles sont les contraintes et les plaisirs de leur métier. Et ainsi donc, il y a les salons. Parallèlement au salon, il y a le travail de communication digitale, enfin communication numérique. C'est vrai que c'est un avantage que les maisons d'édition ont depuis quelques années par rapport aux maisons d'édition il y a 30 ans, qui ne pouvaient pas faire de communication directe envers les lecteurs, mais par exemple cette vidéo d'une certaine façon c'est une forme de communication directe avec les lecteurs. Vous aurez noté que dans cette vidéo je ne vends rien en fait, c'est-à-dire je parle des Forges, ça peut avoir un effet de vente mais ce n'est pas de la vente directe. Et ça m'amène à une autre forme de communication directe qui est la publicité. Alors la publicité, les Forges n'y ont pas recours pour des grands principes, à savoir qu'on n'a pas d'argent. Et donc on ne peut pas investir dans de la publicité, ce qui est un principe en soi. Non, parce que je n'apprécie pas la publicité. Il ne m'arrive jamais d'acheter un livre quand il m'est recommandé par la publicité, sauf si en fait la publicité porte à ma connaissance la sortie du nouveau livre d'un auteur connu dont j'attends le nouveau livre. Mais donc on revient dans un tout premier cas qu'on a évoqué, à savoir le livre par lui-même a des propriétés qui lui permettent de se vendre sans l'accompagnement de la promotion. La promotion par la publicité de ces livres-là, c'est juste de la transmission d'informations. Donc on ne fait pas de publicité. On fait un tout petit peu de communication directe qui est les newsletters, ce type de choses, mais après on parlait, moi quand j'étais pas encore éditeur, je n'étais abonné à la newsletter d'aucun éditeur, et donc en fait, toutes les modes de communication directe qu'ont les Forges, c'est des modes de communication directe qui leur permettent de parler au happy few, même si on aimerait qu'ils soient très nombreux. En fait, ça nous permet une communication intense avec un petit nombre de personnes. Là, je vais vous parler maintenant de la communication indirecte, en passant par des prescripteurs, qui permet une massification. Bon, alors là, depuis tout à l'heure, je parle vraiment beaucoup commerce, mais j'aurais peut-être dû dire dès le début qu'il faut quand même garder à l'esprit que l'édition, c'est un commerce, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un commerce au sens de Montaigne, à savoir, c'est la discussion, la conversation collective, la manière d'échanger et d'éprouver des idées, d'améliorer le sort de l'humanité qui est condamnée sinon à la mort, au désespoir et à la nuit sombre de l'ignorance. Et en fait, c'est un commerce au sens où il faut qu'on vende de temps en temps des livres, parce que on ne fait pas des livres pour avoir de l'argent, mais l'argent qu'on fait grâce à des livres nous permet de faire d'autres livres. Donc il y a deux façons d'échouer dans l'édition, c'est soit on fait des très bons livres sans trouver les lecteurs et lectrices pour ces livres, soit on est devenu tellement bon en commerce qu'on trouve toujours des lecteurs et des lectrices, mais on fait des livres dont on n'est pas particulièrement fier. Et je pense que tout le travail d'un éditeur ou d'une éditrice, c'est d'éviter ces deux écueils, les très bons textes qui n'ont pas de lecteurs, lectrices, et les textes qui ont des lecteurs, lectrices, mais dont on n'est pas particulièrement fier. Je reviens au moment où on commence à vraiment parler commerce, parce que le commerce, c'est le moment où on arrête de racketter ses amis pour vendre à des inconnus complets. Des gens avec qui vous n'allez pas établir une relation directe et personnelle, qui ne vous connaîtront jamais, mais qui trouvent votre livre sympathique. Donc les modes de communication indirects, les modes de promotion indirecte, et qui permettent cette massification, j'ai parlé des deux publics principaux, qui sont la presse et la librairie. Alors, la presse aux éditions Forges de Vulcain, selon la voilure financière du livre, soit c'est moi qui m'occupe de la presse, soit c'est des attachés de presse. Je précise quelque chose d'important, donc c'est une note de bas de page pour chez vous. Je ne vais citer le nom de aucune des personnes avec qui je travaille,
pas parce que je ne valorise pas leur travail, ce sont des personnes exceptionnelles, mais comme je n'ai pas validé auprès d'elles ce que je vais dire, je ne voudrais pas les entraîner dans le fond avec moi, et comme ça, elles pourront nier m'avoir jamais connu et avoir jamais travaillé avec moi. Ainsi donc, les attachés de presse. Les attachés de presse sont des gens qui connaissent les journalistes, ont un réseau de journalistes. Quand on leur parle d'un livre, sont capables de dire « Ah, tel livre pourrait peut-être plaire à tel libraire, à tel journaliste ». Et voilà, c'est leur travail. C'est des personnes qui sont à la fois dans l'exécution, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, beaucoup de relance. C'est-à-dire, on me dit, première étape, est-ce que tel texte te plairait ? Est-ce que tu as bien reçu le service de presse ? Est-ce que tu as bien lu le service de presse ? Est-ce que tu vas sortir un article ? Quand vas-tu sortir cet article ? Alors vous voyez que ça fait déjà 5 actions qui sont plus ou moins longues, parce que les gens ne répondent pas tout de suite. Et il faut le faire sur des centaines de personnes pour parfois avoir une réponse. Donc vous devinez que quand c'est moi qui le fais moi-même, c'est beaucoup moins efficace que quand c'est un professionnel ou une professionnelle. Et vous avez vu que j'ai mentionné quelque chose qui s'appelle le service de presse. Gardez ça en tête, je vais en reparler juste après. Ça, c'est le travail envers la presse. Donc, un message, souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois avant la sortie d'un livre, annonçant que le livre va sortir en disant « Est-ce que vous voulez un service de presse ?» Souvent, il y a peu de gens qui réagissent. Donc, de toute façon, on va envoyer des services de presse à une sélection de destinataires qui nous semblent intéressants. Alors, historiquement, les forges n'ont pas beaucoup de presse. Ce n'est pas du tout la faute de nos attachés de presse, c'est parce qu'il faut une certaine notoriété pour être un peu reconnu. Il faut parfois avoir des angles très très forts. Or, vous pouvez publier des très bons romans qui n'ont pas d'angles très très forts. Je pense que les livres des forges sont très très bons, mais c'est ma pensée. Enfin, c'est mon avis. Après, je pense qu'autre chose, c'est que je me suis peut-être pas engagé suffisamment parfois dans ce travail de presse, mais et je me suis pas assez engagé pour 2 raisons. C'est que d'une part, je pense que les forges sont construites en partie sur une proposition originale qui est en rupture avec une forme de littérature qu'en tant que lecteur je réprouvais, qui est une forme de littérature assez assise, qui est une littérature d'accompagnement du réel, de consolation par rapport au réel. Et donc j'avais pris en hostilité la presse, ce qui n'était pas bien, mais voilà, j'ai changé. Ça n'a pas fondamentalement changé le destin des forges, mais au moins je suis apaisé. Et la deuxième raison pour laquelle je me suis moins engagé sur la presse pendant très longtemps, c'est qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une presse importante si votre livre n'est pas présent massivement en librairie. Certes, s'il y a beaucoup de presse, au bout d'un moment, les libraires vont s'intéresser à un livre, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un livre qui est massivement en librairie, et après déclencher une presse par-dessus, de manière à ce que les gens achètent le livre dès qu'il est en librairie, parce que, en fait, ils en ont entendu parler plein de fois, puis ils flânent en librairie, ils voient le livre, et ils se disent « Ah, j'en ai entendu parler, ça pourrait être intéressant », et ils le prennent. Donc, comme les forges sont une maison avec des ressources très limitées, je fais des choix, et parmi ces choix, ça a été, sur les 4 dernières années, de privilégier la librairie. Privilégier la librairie, ça veut dire faire un travail spécifique envers les libraires, de présentation de nos titres, qui est un travail qui passe aussi par un autre type de métier qu'on appelle les attachés de librairie. Alors, cette expression attaché de librairie est copyright Benoît Viraud, l'éditeur des éditions Le Nouvel Attila. En fait, on appelle parfois ça la surdiffusion. Mais attaché de librairie, j'aime bien parce que ça permet de penser l'attaché de librairie comme l'équivalent côté librairie de l'attaché de presse côté presse. Comme 2 métiers qui ont beaucoup d'analogies. C'est des métiers vers des prescripteurs, c'est des métiers qui nécessitent une grosse force d'exécution et une belle capacité de conception des mots qu'on va utiliser, de choisir bien la personne à qui on parle et de ne pas parler à tout le monde de tous les livres, mais de faire un travail de ciblage ou sélection. Donc, on travaille avec ces attachés de librairie. De la même façon que pour les attachés de presse, quand je n'ai pas assez de sous sur un livre, c'est moi-même qui le fais. Alors, en fait, sur tous les livres, je fais le même travail, c'est que je fais une tournée permanente en librairie. La tournée permanente en librairie, c'est que vous allez voir à quel point tout ce que je dis est très
pré-Covid, voilà. Donc à l'époque où nous pouvions prendre des trains, je montais dans des trains, généralement 2 jours par semaine, et je faisais le tour de la France, en prenant mes billets 4 mois à l'avance, de manière à être sûr de ne pas les payer trop cher. Je prenais dans mon sac à dos mes services de presse, et j'allais voir des libraires pour leur déposer des services de presse. Tout à l'heure, je vais vraiment spécifier ce que sont ces services de presse. Et chaque fois que je vais en librairie, la première chose, c'est que je demande au libraire de me parler un peu de sa librairie. Parce que, par exemple, dans une librairie qui est spécialisée de romans de fantasy, je ne vais pas essayer de vendre la biographie de Bobby Fischer, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, enfin, un des plus grands joueurs. S'il vous plaît, arrêtez avec les commentaires sur le fait que c'est pas le plus grand joueur, voilà. Donc, je fais ce travail permanent de représentation en librairie. C'est très agréable pour moi, et en fait, c'est extrêmement instructif. C'est plus instructif que les salons, mais il y a quand même des points communs. Il y a cette idée d'aller là où les livres sont effectivement vendus et présentés. On découvre plein de choses qui sont une grande source d'humilité, sur le fait qu'en fiction, chaque semaine, il y a plein de livres de fiction qui sont publiés, que pour donner envie aux gens de lire vos livres, il faut avoir quelque chose de particulier qui leur fasse franchir une sorte de Rubicon, parce que dépenser 20 € pour un auteur qu'on ne connaît pas, sur un sujet qu'on ne connaît pas, d'un éditeur qu'on ne connaît pas, c'est quand même un effort. Et puis l'autre chose aussi, là où il y a vraiment une vraie humilité, pas humiliation, mais ce lapsus est sans doute révélateur de quelque chose d'abyssal. L'humilité qui vient avec cet exercice, c'est que souvent quand je vais en librairie, à l'autre bout de la France, les libraires vont me dire qu'il n'a jamais entendu parler des éditions en Forge de Vulcain, ou sinon il va me dire « Ah, c'est bien, ça fait combien de temps que vous avez créé votre maison ?» 6 mois, 1 an, voilà, et quand je réponds que ça fait 10 ans, il y a souvent un petit blanc désagréable, et après je commence à parler des livres. Donc il y a ce travail de représentation permanente, où à la fois je présente la maison d'édition et les livres. L'autre chose aussi qu'on fait, comme en parallèle avec le travail des attachés de presse, on indique aux libraires qu'un livre sort, on dit « Voulez-vous des services de presse ?» Il n'y a pas énormément de demandes, il y en a quelques-unes. Il y a des gens à qui on envoie automatiquement nos services de presse parce qu'on sait qu'ils lisent pas leurs mails, qu'ils répondent pas trop au téléphone, mais qu'ils veulent quand même nos livres. Et puis, parfois, on regarde, tel libraire a bien aimé tel livre, il l'a bien vendu, et donc on va lui envoyer le nouveau livre de cet auteur ou un livre sur une même thématique. Donc ça, c'est le travail vis-à-vis des libraires. Il y a un autre travail derrière, c'est le travail vis-à-vis des blogs, qui sont finalement assez analogues au travail qu'on peut avoir avec la presse, avec cette différence que c'est généralement moi qui m'en charge, en essayant de développer une conversation directe avec les blogueurs. En fait, dans tous ces cas de figure, vous aurez noté qu'il y a quelque chose de très important qui s'appelle les services de presse. Alors les services de presse, c'est des exemplaires qui sont, dans le cas des forges, des exemplaires qui sont pris sur le stock imprimé. C'est-à-dire, si on imprime un livre à 3000 exemplaires, on va prendre dans les 300 services de presse. Les services de presse, donc on en envoie entre 70 et 500, selon le type de livre. On essaye de toujours garder cette règle de multiplier par 10, c'est-à-dire que si on espère en vendre 500, on en envoie... 5000, pardon, on en envoie 500. Bien sûr, c'est vraiment une vue de l'esprit, mais bon, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. La difficulté, c'est que l'augmentation constante des frais postaux, ça nous ruine, nous en tant qu'éditeurs, pas simplement les grands éditeurs, mais aussi les éditeurs indépendants. L'autre difficulté, c'est qu'on ne sait jamais si le livre est vraiment arrivé. Et puis, je pense que parfois, il arrive que le livre ne soit pas lu et soit revendu sur Amazon, soit revendu chez Gibert. C'est pas grand chose, mais en fait en accumulation c'est un peu une source de frustration. Donc on essaye de réduire, je pense que beaucoup de maisons essayent de réduire les services de presse,
Pour vous donner un ordre de grandeur, un service de presse, en comptant le temps de travail dessus, l'emballage et le timbrage, c'est entre 5 et 8 euros. Enfin, ça dépendra beaucoup de la taille du livre, si c'est plus de 3 cm ou non, ça dépendra de son poids, ça dépendra si on l'envoie à Paris, si on l'envoie en province, enfin ce type de choses. Mais vous voyez que même une toute petite maison comme Les Forges, qui fait 10 titres par an, qui va envoyer une moyenne de 150 services de presse par livre, si à chaque fois au minimum c'est 5 euros, ça fait 750 euros par livre, ça fait au minimum 7500 euros par an. Alors ces jours-ci, puisque quand même il ne faut pas parler seulement du monde du passé, ce qui est intéressant avec ce confinement, c'est qu'en fait beaucoup de gens se sont mis à lire en numérique, et notamment à lire les services de presse en numérique. Et je tiens à dire que cette horrible épidémie qui va tuer des gens, et qui en a déjà tué, qui va ruiner des gens, si ça pouvait avoir cet aspect positif de diminuer le nombre de services de presse, ça serait très bien. Et l'autre chose aussi, c'est que, vous voyez que, enfin, je pourrais faire des vidéos très très longues sur la promotion, ça ne veut pas dire que je suis très compétent, mais ça veut dire que je suis plein d'espoir et que j'aimerais faire plein de choses et progresser là-dessus. Mais fondamentalement, la deuxième chose qui a toujours été vraie dans l'édition, c'est que l'édition, c'est toujours affaire de choix. C'est le choix de l'auteur qui choisit les maisons d'édition, de l'éditeur ou l'éditrice qui choisit les textes, du diffuseur qui choisit les maisons qu'il diffuse, du libraire qui va choisir les livres qu'il met dans sa librairie, du lecteur et de la lectrice qui choisit les livres qu'il achète. En fait, on est toujours dans des situations d'asymétrie. Il y a beaucoup plus de textes écrits que d'éditeurs et de capacité de l'édition à publier. Il y a beaucoup plus de livres publiés que de livres qui seront vendus. Et voilà, donc à chaque fois, vous voyez, il y a cette idée que chaque acteur doit faire des choix. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est il faut éviter d'avoir une vision trop abstraite ou idéaliste de l'édition qui perdrait de vue que les 3 étapes du processus éditorial changent en fait la manière dont est le texte initialement, et ce qu'on produit surtout, ce que les auteurs et autrices écrivent. Et donc, je disais, je veux parler de 2 choses qui évoluent ces jours-ci. Il y a les services de presse qui évoluent, et il y a l'autre chose que, en fait, il est possible que dans l'avenir immédiat du livre, mais peut-être dans l'avenir que nous prépare l'après-Covid, cette notion de choix de la part des libraires et des lecteurs soit intensifiée. Bien sûr, si il y a une forte récession et que les gens sont ruinés, alors généralement les prix du livre ne suivent pas tout à fait les prix, la consommation, mais il y a une possibilité que les gens achètent moins. Mais du côté des libraires, je pense que ils ont toujours été très attentifs à faire des choix, mais il y a un vrai défi dans le fait qu'ils peuvent avoir des choix encore plus stricts. Ce qui peut présenter un danger, c'est-à-dire que les livres qui se vendent sont déjà répartis entre des best-sellers et des petits livres. Les livres du milieu sont de moins en moins nombreux, et il y a un risque que ce soit encore intensifié. Et donc le travail concret ces jours-ci, c'est trouver des moyens, par exemple par les outils digitaux, de s'adresser aux différents prescripteurs du livre, mais principalement les libraires, pour les inciter à suivre nos livres. Ces jours-ci, par exemple, pour rentrer dans le concret, comment je fais la promotion d'un livre, sort bientôt le premier livre de Claire Duvivier, Un long voyage. Il a été imprimé très longtemps à l'avance, de manière à ce que soient envoyés aux libraires et aux journalistes très longtemps en avance des exemplaires. Tous n'ont pas pu être envoyés à cause du confinement. Certains ont été envoyés dans des librairies, mais les librairies étaient déjà fermées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des exemplaires numériques à beaucoup d'interlocuteurs. Je demande aux interlocuteurs un à un souvent de me dire ce qu'ils en ont pensé. Dès que je sais ce qu'ils en ont pensé, je diffuse la chose. L'autrice s'est filmée racontant en 3 minutes, pas plus, ce qu'est le livre, ce qui a inspiré ce livre. J'ai enregistré un entretien avec l'autrice sur ses lectures. On a transcrit un résumé. Et en fait, régulièrement, j'en parle sur les réseaux sociaux. Chaque fois que je parle à un interlocuteur, j'essaye d'en parler. Et parallèlement, il y a bien sûr une attachée de presse et un attaché de librairie qui font ce travail. Alors vous aurez noté que j'ai fait l'impasse sur un acteur extrêmement important de la chaîne du livre, qui est la diffusion, qui est ce qui permet la vraie massification, mais qui est un acteur qui est
indépendant des éditeurs, la plupart du temps, qui est un partenaire des éditeurs et qui mériterait en soi sa propre vidéo. Je vous remercie, j'espère que ce n'était pas trop long. Abonnez-vous à la chaîne YouTube des éditions Forge de Vulcain. Et si on atteint les 300 abonnés, je ferai la prochaine émission en pyjama. Au revoir, à bientôt.